Alors maintenant, on va accueillir le professeur Françoise Denoyel. Vous êtes chef du service d'ORL pédiatrique et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital Necker et chef du pôle chirurgie tête, cou, locomoteur de l'enfant. On vous remercie d'être là. Vous savez que vous avez des grands fans ici, hein. Quand on a fait le congrès, le docteur Ribatet m'a dit il faut inviter le professeur Denoyel. Voilà. Donc vous avez un grand fan. Alors comme vous l'avez compris, on a parlé, on a été... on a essayé de scanner un petit peu toutes les solutions. On vous a parlé des prothèses, on vous a parlé de l'implant cochléaire. Avec vous, on va dépeindre le traitement de la surdité aujourd'hui, mais surtout, vous allez nous parler aussi de demain et vous allez nous faire rêver. Voilà, tout à fait, je vais essayer. Bonjour à tous. Donc merci M. Desrousseaux pour votre invitation. Merci M. Ribatet, qui a été mon collègue ORL, qui a été mon contact et qui m'a invité à cette belle journée dans cet endroit magnifique. Alors on va essayer, effectivement, on a parlé là beaucoup de réhabilitation, qui est ce qui fonctionne bien et ce qu'on fait le plus actuellement, mais on va aussi parler de traitement de la surdité. Alors est-ce qu'on peut, d'abord, est-ce qu'on peut traiter la surdité ? Ce qu'il faut savoir, donc on a parlé déjà un petit peu de l'épidémiologie, on a parlé beaucoup des adultes, mais on a aussi un enfant sur 1000 qui naît sourd, moyen, sévère ou profond, hein, avec un enfant sur 4000 qui naît sourd profond, qui auront vraiment donc des difficultés de mise en place de la communication. Et puis on a aussi 6 millions de Français qui ont une gêne auditive et une exposition de générations entières au son amplifié. Et ça, c'est un petit peu une bombe à retardement qu'on verra dans quelques décennies de façon tout à fait certaine. Alors, traitement curatif ou réhabilitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend de la forme de la surdité. Si vous avez une surdité qu'on appelle de transmission, c'est la partie mécanique du son, c'est-à-dire une surdité qui est due à votre conduit, par exemple, qui est fermé pour des raisons congénitales ou des infections, à votre tympan, à vos osselets, et bien là, on a d'abord une surdité qui n'est jamais sévère ou profonde, parce que quand le son est très fort, il va passer à l'oreille interne, donc on va entendre la voix très forte, par exemple. Si votre conduit est fermé, vous entendrez un petit chuchotement, mais vous ne serez pas sourd profond. Et puis, première chose. Et puis, deuxième chose, dans ces formes-là, eh bien, on a beaucoup de traitements curatifs. Traitement des otites, réparation du tympan, réparation des osselets, tout ça se fait en routine. Ce n'est pas toujours possible, ça dépend de l'importance de la lésion, mais c'est possible dans la grande majorité des cas. Et puis, lorsqu'on a besoin d'une réhabilitation, si on ne peut pas faire de traitement curatif, on aura des appareils auditifs qui vont donner une excellente réhabilitation parce que l'oreille interne fonctionne très bien. En fait, on va en très gros, amplifier le son qui va être parfaitement traité par l'oreille interne. Et donc, ce sont des enfants ou des adultes qui auront avec leur appareil une excellente qualité d'audition, très proche de l'audition normale. Par contre, quand on est dans cette partie-là anatomique, c'est-à-dire l'oreille interne et puis les voies qui vont unir l'oreille interne au tronc cérébral et au cerveau, bien quand on est dans cette partie, ce sont des surdités neurosensorielles et à ce jour, il n'y a aucun traitement curatif des surdités neurosensorielles, en dehors de traitements corticoïdes qui fonctionnent dans certaines atteintes aiguës, par exemple, qu'on appelle les surdités brusques. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun traitement. Et donc actuellement, on a de la réhabilitation, comme vous en parlez, Madame Mamel et Monsieur Lefebvre, pour ces surdités. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Là, on est dans les surdités de transmission. Vous avez ici un tympan normal avec un des trois osselets, le marteau qu'on aperçoit dans le tympan, le manche du marteau. Voilà ce manche du marteau. Et on a ici une perforation du tympan. Eh bien, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une greffe. En fait, c'est une greffe qui ne vient pas de quelqu'un d'autre, hein. C'est un matériau qui est pris sur place, soit chez l'enfant du cartilage qu'on prend sur place qui est affiné, soit chez l'adulte, on peut mettre l'enveloppe d'un muscle qui s'appelle une aponévrose. Et ça permet d'obtenir un tympan fermé. Là, c'est chez un enfant, une greffe de cartilage affiné qui ferme le tympan et qui le renforce parce que l'enfant va continuer, lui, à faire des otites, à faire des problèmes. Il faut renforcer ça de façon importante. On a ici, je veux bien qu'on lance les petits films qui normalement fonctionnaient. On a ici un traitement. Vous pouvez lancer les deux. Normalement, on m'a dit qu'ils marchaient bien, mes films. Enfin, là, dans ces petits films, en fait, ce sont des ossiculoplasties, c'est-à-dire que, voilà, si vous voulez bien démarrer, vous pouvez le démarrer d'ailleurs en parallèle, hein, les deux. Ah. Il paraît qu'il fonctionnait bien. Donc là, c'est la mise en place d'un petit osselet en titane qui va remplacer deux des trois osselets, le marteau et l'enclume, et dont la petite cupule va se fixer sur l'osselet qui s'appelle l'étrier, qui a la forme d'un étrier, et transmettre le son. Alors malheureusement, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah.
Je les avais fait essayer, je suis désolée, mais c'est toujours pareil la technique une fois qu'on passe sur le grand écran. Alors, on va passer à la suivante. Alors, ça ne marche pas non plus, ça va être plus compliqué. Voilà. Dans les surdités de transmission, alors on a également des enfants qui naissent sans oreille ou avec un conduit qui est fermé de façon congénitale. Et là, on ne pourra pas mettre en place d'appareil en contour d'oreille classique, hein, on ne pourra pas réhabiliter comme ça. Donc on a des systèmes différents, des systèmes d'implants qui s'appellent des implants d'oreille moyenne, des appareils implantés avec différents modèles, Soundbridge, Bonebridge, Osia, peu importe, et qui vont se mettre en place. Donc une partie interne fixée par exemple sur un bloc d'osselet anormal avec, vous voyez, cette petite bobine qu'on va fixer, hein, on est à grossissement 10 là, tout ça est tout petit, et puis ensuite un appareil externe qui va être connecté à l'implant, un petit peu comme dans l'implant cochléaire, mais chez ces enfants-là, on a toujours dans les surdités de transmission, on a toujours une oreille interne qui fonctionne, et donc là aussi on a une excellente qualité de réhabilitation de l'audition. On voit ici un scanner chez ces enfants avec le petit étrier là qu'on voit en tout petit qui est normal, l'oreille interne qui est normale, et par contre on n'a pas le conduit auditif au travers de l'os, et puis on a ce bloc d'osselet là qui est anormal. Alors j'en profite pour vous dire qu'on peut reconstruire un pavillon, hein, quand on n'a pas d'oreille, on peut reconstruire le pavillon. Il y a deux méthodes. La méthode classique qu'on utilise de préférence quand elle est possible, à partir de cartilage que je prélève sur les côtes, à la partie antérieure des côtes, qui réalise une maquette de pavillon et ensuite en 2 voire 3 temps opératoires. C'est une chirurgie lourde et complexe, hein, pour les enfants, c'est un vrai programme qui permet de donner un pavillon qui est proche de la normale. Et puis dans d'autres indications, on a aussi développé à Necker et au CHU de Lille ce matériau synthétique qui paraît très séduisant comme ça, mais qui nécessite d'être recouvert par ce qu'on appelle un lambeau, c'est-à-dire du tissu vascularisé sur un vaisseau. Donc c'est une chirurgie complexe là aussi, et qui permet, dans des cas particuliers où on devrait reconstruire le pavillon dans une zone chevelue, d'avoir un beau résultat aussi. Là, ça ne concerne pas l'audition, mais j'ai quand même pas résisté à vous montrer ces techniques qui progressent. Et le Medport est en France depuis environ 5-6 ans. Donc maintenant, le fait d'avoir ces deux méthodes permet de choisir la méthode la plus adaptée aux enfants quand ils souhaitent reconstruire leur oreille, ce qui n'est pas toujours le cas. Évidemment, on n'impose rien. Alors, donc la très bonne nouvelle, hein, bien sûr, on vous en a parlé, la prise en charge des appareils auditifs avec le 100% santé, c'est vrai aussi chez l'enfant. C'était plus facile chez l'enfant de faire prendre en charge les appareils auditifs à 100%, bien sûr, mais ça facilite quand même beaucoup les choses. Donc l'implant cochléaire tout à fait pris en charge. Et puis, nous, ces appareils dont je vous ai parlé pour l'aplasie d'oreille, pour ces malformations du pavillon, eh bien avant, ces implants n'étaient pas pris en charge. C'était un parcours du combattant pour arriver à réhabiliter ces enfants avec la maison du handicap, avec des financements, etc. Et là, depuis 2019, entre 2019 et 2023, petit à petit, tous ces appareils ont été pris en charge et tous les systèmes implantés, enfin il en reste un, mais en tout cas, on a toujours une solution, quelles que soient les conditions anatomiques. Donc ça, c'est un gros progrès pour les enfants et pour les familles, c'est vraiment important. Je voudrais vous dire un mot aussi sur l'implant cochléaire. On a parlé de l'implant cochléaire chez l'adulte. Vous savez que l'implant cochléaire aussi, c'est une technologie qui est utilisée depuis les années 80 maintenant chez l'enfant sourd profond, puisque chez l'enfant, le problème qu'on a, c'est qu'en l'absence d'audition permettant d'entendre la voix humaine, hein, donc avec les surdités les plus sévères et les surdités profondes, eh bien, en l'absence d'audition, on ne développe pas le langage. Et donc il y a un vrai problème de communication qu'on n'a pas pour les surdités de l'adulte, chez des adultes qui ont acquis le langage, qui parlent et chez qui l'audition s'est dégradée. Là, ils ne vont pas acquérir le langage, c'est ce qu'on appelait avant les sourds-muets. Et maintenant, avec l'implant cochléaire, on va leur réhabiliter l'audition suffisamment tôt pour leur permettre de développer un langage. Et on a 3/4 des enfants qui, à l'entrée de l'école primaire, vont avoir un langage similaire à l'entendant. Je vais vous montrer comment ça... Bon, on a parlé de la technique, c'est la même chez l'enfant, hein, avec une cicatrice derrière le pavillon, une hospitalisation de jour ou une sortie le lendemain de la chirurgie, et puis l'adaptation de l'appareil externe, soit le jour même, soit quelques jours après, selon les cas. Alors, comment un enfant implanté comprend-il la parole? Je vous rappelle qu'il n'a donc jamais entendu de sa vie et qu'il a été implanté idéalement entre l'âge de 1 et 2 ans. On peut le faire quelquefois un petit peu plus tôt, mais puis ce sont des nourrissons, hein, qu'on implante.
Un enfant implanté, eh bien, vous voyez, on utilise par exemple des grilles qui permettent de dire s'il est au niveau 7, ça veut dire qu'il utilise le téléphone. Donc évidemment, il n'y a pas de lecture labiale. Et le téléphone, c'est également un son qui est un peu déformé. Hein, donc c'est quand même une tâche très difficile. Eh bien, vous voyez que 3 ans après l'implant cochléaire, 38% des enfants utilisent le téléphone. Voilà, 2 ans post-implant, il n'y en a que 15%, mais voilà. Compréhension d'une conversation sans lecture labiale, hein, l'item 6, eh bien 24% des enfants à 3 ans post-implant, et ça continue à progresser. Donc en fait, en gros, 3/4 des enfants, quand ils sont à 5-6 ans post-implant, 3/4 des enfants comprennent la parole sans lecture labiale, utilisent le téléphone et suivent une scolarité en milieu entendant. Le problème du quart qui reste, c'est qu'il y a des centaines de causes de surdité, et dans ces centaines de causes, eh bien, il y a des causes où il y a des troubles associés. Et ça, l'implant ne corrige pas les troubles associés. Donc on aura toujours un quart des enfants, quoi qu'on fasse, même si on traite leur surdité avec des traitements curatifs dont on va parler après, on aura toujours ces enfants qui auront des difficultés d'accès au langage et qui auront besoin d'une scolarité éventuellement spécialisée ou vraiment d'aide gestuelle. Hein. Actuellement, les enfants implantés, on leur donne toujours au départ une communication globale, une aide gestuelle, mais ensuite, souvent, ils abandonnent l'aide gestuelle parce qu'ils ont une compréhension de la parole et une expression orale de très bonne qualité aussi. Le ding-ding, c'est 5 minutes le premier? C'est ça. Donc ça va, je peux terminer. Alors, comment un enfant implanté communique-t-il? Donc, ce que je vous ai dit, hein, 1 an post-implant, eh bien, on est encore beaucoup, 42% oral plus geste, et on en a déjà 40% qui communiquent uniquement à l'oral. En fait, ils n'ont pas besoin des gestes qui accompagnent leur parole. Et puis, dans tous les, vous voyez qu'on a des enfants qui restent en ce qu'on appelle prélinguistique, c'est-à-dire c'est quelques syllabes, vraiment une expression très pauvre de la parole. Et ça, ce sont des enfants avec troubles associés, chez qui on a mis en place quand même l'implant pour la reconnaissance des bruits de la vie quotidienne, mais qui finalement n'acquerront jamais le langage à cause de ça, parce qu'ils ont des troubles ou neurologiques ou autres associés. Alors pour terminer sur l'implant de l'enfant, voici cette petite fille qui a été implantée précocement à 1 an, implant bilatéral, et vous allez voir que d'abord elle n'a pas du tout une voix de sourd bien entendu, hein, parce que les sourds rééduqués, non implantés, les sourds profonds ont une voix qui est difficile à comprendre, dont le rythme n'est pas du tout le rythme classique de la voix, est très monocorde. Elle, vous allez voir qu'elle chante, elle a un rythme qui est parfait, bon c'est pas très juste, hein, c'est pas facile pour un enfant implanté d'être parfaitement juste, il y en a qui y arrivent, elle n'est pas très juste, mais enfin elle est toute petite, je pense qu'elle va progresser. Si vous voulez mettre le film, j'espère qu'il va passer celui-là parce que... Émilie Jolie, je m'appelle Émilie Jolie et je voudrais bien partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes et vivre avec vous ma vie. Voilà, elle avait préparé ça pour une petite... Je connais des chanteuses qui chantent plus mal. Oui, il y en a qui chantent plus mal, tout à fait. Alors... Voilà, je vais terminer vers les premiers traitements curatifs de surdité qui vont arriver par la thérapie génique. Et puis, vraiment la décennie qui vient, ça va être les traitements curatifs de surdité, la thérapie génique, les traitements intracochléaires pharmacologiques. Hein, il y a plusieurs start-up et firmes qui commencent à travailler sur des molécules qui sont intéressantes, qui pourraient améliorer certaines formes. Et là, à Necker, on a lancé ce qu'on appelle un programme RHU en 2019 pour mettre en place la première thérapie génique de surdité sur une forme de surdité particulière qui est rare, mais qui permettra de traiter des enfants avant l'âge de l'implant, juste avant l'implant. Comme ça, si jamais ça ne fonctionnait pas assez, on pourrait quand même mettre en place l'implant sans qu'il y ait de perte de chance. Ce programme vient du fait que chez l'animal, on est arrivé pour la première fois à traiter une surdité. Bon, ça, c'est des tests électrophysiologiques chez une souris qui entend bien. Donc, on a des ondes en réponse à l'audition. Chez une souris avec ces mutations du gène OTOF, il n'y a aucune onde, donc elle est sourde totale, enfin profonde. Et une fois la thérapie génique faite, chez une souris qui entend déjà, parce que la souris, ça ne fonctionne pas comme l'homme, eh bien, on arrive à rétablir de façon prolongée l'audition. Donc, voilà, on en est... on va commencer à inclure les premiers patients début 2024, donc c'est vraiment tout récent et on a de grands espoirs sur cette forme. Et après, suivront les autres thérapies géniques dans d'autres formes de surdité. Bon, voilà, il y a des centaines de gènes, hein, donc on a du travail. Mais on est vraiment dans les balbutiements du début du traitement des surdités neurosensorielles.
Voilà, et puis voilà l'équipe de l'hôpital. On est une équipe dynamique et une grosse équipe avec 2500 enfants implantés et chaque année 170 implants, 5000 explorations fonctionnelles de l'audition pour les enfants, 550 chirurgies tympano-oculaires, voilà, et puis des centres de référence et une plateforme de recherche également, de recherche clinique qui nous permet de faire des études prospectives sur l'audition avec les enfants qui sont volontaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. J'ai une ou deux questions. Les thérapies géniques, ça fait rêver. Vous avez parlé des études qui vont commencer avec les enfants. Est-ce que ça va concerner les personnes un petit peu plus âgées ? Alors sur cette forme-là, il faut savoir que cette forme-là de surdité, on l'a choisie pour la thérapie génique parce que c'est une surdité où l'oreille interne, enfin la cochlée, les petites cellules de la cochlée ne sont pas du tout abîmées. C'est la base de la cellule sensorielle qui transmet mal. Donc on a choisi ça et c'est vrai qu'on va commencer sur la forme la plus grave qui est chez l'enfant sourd profond qui a cette mutation de l'autoferline. Mais on sait aussi qu'il y a des adolescents qui, avec des anomalies plus légères de ce gène ou des jeunes adultes, développent une surdité qui va être candidate également secondaire pour ce même gène qui va être candidate à la thérapie génique. Et puis oui, bien sûr, la thérapie génique va concerner les surdités secondaires de l'adulte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de surdités génétiques en fait, qui n'apparaissent pas à la naissance, mais qui se développent plus tard chez le jeune adulte ou plus tard et qui seront peut-être pas, ça va pas être prioritaire, je pense, dans les programmes de thérapie génique, mais dans les 10 à 20 ans, oui, ça va venir. Thérapie génique, thérapie cellulaire aussi, c'est pas la même chose ? C'est pas la même chose. Thérapie génique, c'est vraiment injecter, alors là aussi, il faut vraiment des voies d'injection dans l'oreille interne, c'est mettre dans l'oreille interne le gène corrigé. Les thérapies cellulaires, pour l'instant, dans la surdité, on n'a pas vraiment de programme de thérapie cellulaire avec des cellules ou modifiées, ou etc., ou injectées, parce que ça ne s'y prête pas. Mais par contre, des thérapies pharmacologiques, dans l'oreille interne, très probablement aussi. Par exemple, dans les surdités brusques, il y aura peut-être des thérapies qui permettront d'améliorer, ou sur les traumatismes sonores aigus, après un concert de rock ou un concert, un festival, on sort, on a les oreilles qui bourdonnent, etc. Il y aura peut-être des thérapies ou par voie générale ou locale, et ça c'est très très nouveau. Autre piste aussi peut-être la miniaturisation, parce qu'un implant cochléaire, il est encore visible, il est encore... Est-ce que ça, c'est une piste ? Oui, alors ça, on le voit depuis le début de l'implant cochléaire et des prothèses. Et ça s'améliore énormément, ça se miniaturise de plus en plus, bien sûr. Pour l'instant, le tout implantable, ça reste un peu compliqué d'avoir des implants où il n'y a pas de micro. Il y a eu des modèles, mais en fait, il faut traverser la barrière de la peau et ça modifie, c'est complexe. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas avancé, mais ça aussi, on arrivera sur du tout implantable, c'est à peu près sûr. Eh ben voilà, on va se revoir dans 10 ans.